Bienvenue sur Africa 24 et dans cette émission spéciale consacrée à l'ouverture ce jeudi 28 janvier 2016 devant la Cour pénale internationale du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé, ancien ministre de la Jeunesse mais également leader du Congrès panafricain des jeunes patriotes. Un procès historique puisque c'est le tout premier procès d'un ancien chef d'État devant la CPI. Alors Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont jugés pour leur implication présumée dans des crimes commis pendant la période ayant suivi l'élection présidentielle contestée de 2010 en Côte d'Ivoire. On vous propose de suivre avec nous aujourd'hui sur Africa 24 et en direct cet événement, un événement vers lequel toute l'Afrique a les yeux rivés. Et avec nous sur ce plateau pour un décryptage, mais également une analyse des faits marquants de cette journée à La Haye, nous recevons Monsieur Cédric Koné, juriste. Bonjour monsieur. Bonjour. Et également M. Youssouf Diaby, qui est secrétaire général du Mouvement pour la démocratie en Côte d'Ivoire et porte-parole de Charles Blé Goudé. Bonjour monsieur. Bonjour, merci. Alors Cédric Koné, en votre qualité d'homme de droit, comment va se dérouler cette première journée du procès, donc tant attendu, de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo? Oui, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer sur ce procès qui déchaîne maintes et maintes fois les passions des uns et des autres. Nous sommes dans une procédure qui est accusatoire parce que la Cour pénale internationale est à forte dominante anglo-saxonne. Et dans ce système où on essaie de synthétiser de nombreux systèmes juridiques, la Cour pénale est influencée par le common law. Et donc, il s'agit principalement d'une procédure accusatoire. Alors, quelles sont les grandes différences entre le système anglophone, donc de common law, et le système francophone? Oui, c'est bien d'en parler. Dans le système anglophone, comme je le disais, la procédure est accusatoire, c'est-à-dire que chacune des parties, la défense et l'accusation, vont présenter leurs arguments pour pouvoir réparer un droit qui a été lésé. Et dans le système français, nous avons une procédure qui est purement inquisitoire, c'est-à-dire qu'il y a une seule partie qui mène les investigations. C'est une espèce de synthèse que la Cour pénale internationale essaie d'effectuer pour que toutes les parties puissent être entendues avant d'être jugées. En l'occurrence, c'est cette synthèse-là qui nous a menés à cet état de fait au jour d'aujourd'hui. Alors c'est un procès quand même qui a plusieurs particularités. C'est la première fois qu'un ancien président africain est jugé à la CPI, a été livré à la CPI. C'est un procès qui s'avère également, il sera particulièrement long. Les observateurs estiment qu'il va durer entre 3 et 4 ans. Est-ce que c'est trop long pour vous, monsieur Youssouf Diaby? Merci beaucoup. Je vous remercie pour ce plateau. Et dire 3 ans et 4 ans pour ce procès, je crois que c'est beaucoup dire, parce que pour moi, à mon avis, ce procès qui est vide, donc où on n'a pas d'argument pour inculper le ministre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Je crois bien que ce procès doit pouvoir finir dans les semaines à venir, c'est-à-dire qu'au plus dans quelques semaines et non pas dans quelques mois. Parce que pour moi, le dossier il est vide, c'est un dossier purement politique. On reviendra d'ailleurs sur la question purement politique, mais si on reste sur le plan technique, la procureure a quand même 138 témoins sous le coude qu'elle va présenter. Elle déclare avoir également 5300 éléments de preuve de l'accusation, donc il va falloir un certain temps quand même pour présenter tous ces éléments, n'est-ce pas, monsieur Koné? Tout à fait, c'est le principe même d'une justice équitable qui est voulu par la Cour pénale internationale. Mais il faut également observer que la Cour pénale internationale vit, comme vous l'avez souligné, un moment historique, pas pour la personne du président Laurent Gbagbo qui aujourd'hui est sous le feu des projecteurs juridiques, mais également pour la justice pénale internationale. La justice pénale internationale qui a donné de nombreux arrêts dans plusieurs tribunaux, les tribunaux spéciaux créés pour l'ex-Yougoslavie, les tribunaux spéciaux pour le Rwanda. Donc il s'agit aujourd'hui pour la Cour pénale internationale de s'affirmer lorsqu'elle rend le droit dans le cadre de la justice pénale internationale. Et donc c'est historique pour la Cour pénale internationale. Donc il faut plus observer ce procès-là sous cet aspect.
Et le procureur, c'est son droit, c'est son bon droit de dérouler des éléments de preuve. Et ça serait également le droit de la défense de dire que ces éléments de preuve-là ne peuvent constituer l'infraction qui est reprochée à Charles Blé Goudé et à Laurent Gbagbo au jour d'aujourd'hui. Monsieur Diaby, vous parliez d'un dossier vide. Oui. Alors, pour le coup, la chambre préliminaire de la CPI avait jugé effectivement les faits présentés par la procureure. C'était en 2013. Il les avait jugés un peu trop légers. Est-ce que Fatou Bensouda a musclé son dossier? Elle prétend quand même aujourd'hui avoir des preuves qui vont pencher en sa faveur ou en faveur donc de l'accusation. Je crois bien que si on veut parler des dossiers de Fatou Bensouda, c'est vraiment beaucoup intéressant de parler de ça, parce que Fatou Bensouda a près de 8000 pages. Mais dans les 8000 pages, elle a près de 5000 pages qui sont seulement prises sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elle ne va que seulement que sur les réseaux sociaux pour prendre ces éléments. Il y a des témoins aujourd'hui. Oui, mais ces témoins qu'elle nous dit, bon, nous verrons ces témoins, si ces témoins ils existent vraiment. Parce qu'en mai 2014, lorsqu'on avait le procès de mise en activité, elle avait dit que c'était des témoins légistes qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas des témoins physiques, mais des témoins légistes qui vont prouver qu'il y a une balle qui a été tirée, qui vont prouver qu'il y a une fille qui a été violée. Donc, c'était des témoins virtuels, ce n'était pas des témoins physiques. Donc, maintenant, si elle nous dit aujourd'hui qu'elle a des témoins, c'est très bien, la défense verra ces témoins. Mais ce qui est important de dire ici aujourd'hui, c'est que Fatou Bensouda a, devant le monde entier, dire qu'elle a fait une grosse erreur de prendre une photo d'une femme qui a été brûlée au Kenya par des Kenyans et qu'elle a brandi cette photo pour dire que c'est les partisans de Laurent Gbagbo, les partisans de Charles Blé Goudé qui ont brûlé cette femme. Donc elle est revenue devant les projecteurs du monde. Donc en ce moment, à partir de cet instant, c'est cette légèreté-là pour une cour pénale internationale, pour une cour où c'est le monde entier et qui donne droit à une personnalité du monde qui va se mettre aussi des réseaux sociaux, qui ne sait même pas de voir si ces preuves sont des véritables preuves et qui brandit ça au cours d'un procès, c'est vraiment dommage pour le monde. Il est bon quand même de mentionner les chefs pour lesquels sont accusés monsieur l'ancien président Laurent Gbagbo ainsi que Charles Blé Goudé. Ils sont accusés de meurtre, d'actes inhumains et tentatives de meurtre, viol et persécution. Cédric Koné, est-ce qu'on peut remettre en cause l'impartialité, voire le professionnalisme quand même de la procureure, tout en sachant qu'elle a quand même occupé de hautes fonctions, notamment au tribunal pénal international pour le Rwanda? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est sa carrière qui est en jeu? Sa carrière, je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais il faut noter que nous sommes dans une procédure où il y a deux parties en présence. Et ces deux parties en présence-là cherchent un but. Pour la défense, il s'agit de dire aux uns et aux autres, donc de prouver aux yeux du monde que ceux dont sont accusés Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ce ne sont pas des faits qui sont réels. Fatou Bensouda, la procureure, quant à elle, part sur le terrain de crimes contre l'humanité. Et il s'agit pour elle de démontrer, au regard du socle de valeurs que constituent les crimes contre l'humanité, ça a été défini dans plusieurs arrêts, notamment dans des arrêts qui ont été rendus lors du tribunal pénal spécial pour l'ex-Yougoslavie. On a parlé de crimes contre l'humanité où on parlait de faits qui sont généraux et systématiques. Systématique, c'est intéressant d'utiliser la notion parce qu'à partir de systématique, on voit qu'il y a une préparation. Il y a une préparation concoctée, merci pour le mot, il y a une préparation pour pouvoir poser des faits graves qui troublent la dignité humaine à l'encontre de populations civiles. Donc ce sont ces notions qui ont été retenues par le tribunal spécial pour l'ex-Yougoslavie et ces notions-là lui servent dans sa démarche de fil conducteur. Il s'agit pour elle de démontrer qu'il y a véritablement crimes contre l'humanité qui ont été commis. Donc d'ailleurs, elle en parle très souvent quand elle allègue le plan commun. Donc il s'agit pour elle de dire que oui, je me fonde sur le droit à l'appui des preuves pour dire que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont monté un plan commun pour pouvoir exterminer des populations. Donc
pour pouvoir commettre des crimes. Se maintenir au pouvoir, je ne sais pas trop, parce que la décision qui a été rendue par la chambre préliminaire, qui donc nous introduit dans le procès, on fait état souvent, mais est-ce que c'est le but ultime? Donc il y a un regard qu'il faudra avoir. Il faudrait regarder les choses avec beaucoup de recul. Il faudrait voir un peu comment est-ce que le chemin il se trace. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe et il y a beaucoup d'allégations fondées sur quoi? Sur des preuves, sur, comme le disait monsieur présent sur le plateau, sur des oui-dire. La justice ne s'appuie pas sur des oui-dire. Monsieur Diaby, l'enjeu, finalement, c'est de prouver la chaîne de commandement, de savoir qui a commandité quoi pendant cette période très trouble. C'est ce que, comme le disait le frère Cédric tout de suite, là, quand on parle des crimes contre l'humanité, quand on parle des crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, d'abord, ça veut dire qu'il y a un plan qui est systématique et qui est concordé dans le but d'exterminer un groupe, soit idéologiquement déterminé, soit religieusement déterminé. Alors, parler des crimes de guerre dans le cadre de la Côte d'Ivoire et attribuer cela à Charles Blé Goudé, avec lequel j'ai été pendant très très longtemps et avec lequel je suis encore, je ne suis pas informé que Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo ont ensemble concordé un crime pour pouvoir exterminer un groupe. Parce que les bombes, quand on nous dit que les bombes ont été lancées sur un marché à Bobo, mais on lance des bombes. J'y reviens, madame, s'il vous plaît. Quand on dit que des bombes ont été lancées sur un marché à Bobo, mais donc les bombes de Laurent Gbagbo ont des noms alors. C'est-à-dire que quand ça vient, ça trie les militants pro Gbagbo et les militants pro Ouattara. Non, Laurent Gbagbo ne peut pas être aussi intelligent pour pouvoir lancer une bombe sur une population civile. Mais on sous-entend quand même que ce procès, quand même historique à la CPI, ouvre la voie vers d'autres procès et est-ce que vous envisagez quand même que la justice prévale pour les deux camps? Oui, ça exactement. Moi, je me base déjà sur la commission nationale d'enquête mise en place par le président Ouattara lui-même. C'est-à-dire en mai 2011, après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, qui a pris un an d'enquête en Côte d'Ivoire. Et après les 1 an d'enquête en Côte d'Ivoire, cette commission nationale mise en place par Ouattara a dit quoi? Que les deux camps ont exterminé. Les deux camps ont... Et d'ailleurs, plusieurs anciens chefs de guerre, anciens officiers, plus de 1400 pour les forces pro-Gbagbo et plus de 700 pour les forces pro-Ouattara. À partir de cet instant, à partir de cette thèse, que des pro-Ouattara ont tué plus de 700 et des pro-Gbagbo ont tué plus de 1000. Donc, dès cet instant, il ne peut pas avoir un procès seulement que pour une partie. Et c'est prévaloir du fait de dire que non, c'est une justice des vainqueurs ou des justices des vaincus. Il n'y a pas de justice des vainqueurs, il n'y a pas de justice des vaincus. Il n'y a qu'une justice. C'est-à-dire que la justice qui doit dire la vérité, qui doit dire, voilà, il y a eu des morts du côté des pro-Ouattara, et donc ils doivent être inculpés, ils doivent être conduits devant la CPI. Ça, c'est clair. Maintenant, quand les pro-Ouattara se disent, non, nous avons gagné la guerre, donc on ne doit pas être là-bas. Non, la guerre même a des règles. La Convention de Genève, c'est des règles. C'est-à-dire qu'en guerre, on ne tue pas comme on le veut. Voilà, donc ce n'est pas parce que tu as gagné une guerre et que tu vas te dire, non, comme j'ai gagné la guerre, je ne dois pas être devant les juridictions. Si c'est ça, les États-Unis peuvent se prévoir là aujourd'hui de faire ce qu'elles veulent, parce qu'elles ont toutes les bombes pour détruire le monde. Non, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le président Ouattara, qui a bien accepté d'avoir une commission nationale d'enquête, doit aussi bien accepter que ceux qui sont inculpés passent devant la CPI. Merci, Monsieur Diaby. Alors, Cédric Koné, dans quelques instants, la procureure de la CPI présentera ses arguments d'accusation contre Charles Blé Goudé et contre Laurent Gbagbo. Mais dans le fond, est-ce que ce n'est pas l'avenir de la Cour et la crédibilité de la CPI qui sont en jeu? Je pense qu'il ne faut pas aborder les choses vers une question de crédibilité ou d'avenir. La Cour pénale internationale est une institution qui a été mise en place pour préserver toutes nos valeurs humaines. Parce qu'il s'agit, dans un procès de la Cour pénale internationale, de pouvoir rendre justice aux victimes qui ont été lésées dans leurs droits, qui ont été victimes d'abus les plus graves, qui choquent notre morale. Et donc, la crédibilité ne tient pas tant aux individus qu'aux droits.
il faut prendre en compte plusieurs aspects. Il faut surtout que cette Cour-là ne laisse pas également les intérêts de la souveraineté de l'État, parce que l'État est le sujet originel de droit international. Donc il faut prendre en compte toutes ces strates-là. Donc il ne s'agit pas en termes de qualifier les choses en termes d'individus ou de voir les choses en termes de proximité. Mais jusqu'à présent, le bilan de la CPI n'a pas été très probant. Bon, est-ce qu'on peut véritablement parler d'un bilan, parce que nous sommes en train d'ouvrir un procès historique au jour d'aujourd'hui, celui de Laurent Gbagbo, qui est le premier procès à la Cour pénale internationale, qui, comme je le disais tantôt, suscite toutes ces passions. Donc, est-ce que nous pouvons déjà faire le compte de la CPI? Nous pouvons peut-être faire le compte de la justice pénale internationale à travers toutes les décisions qui ont été rendues dans le cadre du tribunal pénal spécial pour l'ex-Yougoslavie et du tribunal spécial pour le Rwanda. Alors justement, est-ce que finalement la justice ivoirienne n'aurait pas à y gagner en la mise en place d'un tribunal pénal spécial pour la Côte d'Ivoire et non pas la CPI? Qu'en pensez-vous, Monsieur Diaby? Je vous vois acquiescer. Merci beaucoup. J'y crois beaucoup à cette version que vous avez donnée, qu'il aurait dû mettre en place un tribunal spécial pour la Côte d'Ivoire, afin que l'audience se tienne entre les Ivoiriens, parce que c'est une affaire ivoirienne, c'est une affaire africaine. Et moi, le bilan de la CPI, pour moi, il est déjà négatif. Pour moi, je peux faire un bilan de la CPI, parce que tous ceux qui sont à la CPI, 90% des détenus à la CPI sont des Noirs, sont des Africains. Voilà. Ils ne sont pas les seuls Noirs, ils ne sont pas les seuls Africains qui commettent des crimes. Nous avons déjà les États-Unis, nous avons le cas d'Israël, on a beaucoup de cas. Et donc personne n'est là-bas, les Russes, la Syrie, il y a près de 100 000 morts en Syrie. Alors en Côte d'Ivoire, il y a 3 000 morts, il faut respecter toutes les morts. Mais en Côte d'Ivoire, il y a 3 000 morts et la CPI s'acharne. Et en Syrie, il y a 100 000 morts, il n'y a pas de problème. Alors c'est que déjà pour moi, que la Syrie demande ou la Syrie ne demande pas, la CPI peut se saisir comme elle veut à partir du Conseil de sécurité. C'est ce qu'elle en a fait pour d'autres. Non, pour moi, la CPI déjà, le bilan est négatif. Et donc pour moi, je ne crois pas à cette justice. Je ne crois pas. Je crois que c'est une justice qui est faite pour les Occidentaux pour pouvoir mettre en place, comme l'a dit Maître Attali, l'avocat principal de notre chef à nous tous, le président Laurent Gbagbo, comme il a dit hier à son procès, que Laurent Gbagbo, c'est le chef qui est insoumis. C'est pour cela qu'il a la CPI. Monsieur Bonnet, vous voulez réagir? Oui, j'ai envie de réagir déjà sur ce tribunal spécial pour la Côte d'Ivoire. Non, je pense qu'il ne pourra pas être possible, parce que quand on prend l'exemple du tribunal spécial pour l'ex-Yougoslavie et du tribunal spécial pour le Rwanda, ce sont des tribunaux qui sont nés de la volonté de la communauté internationale pour sanctionner des crimes qui choquent notre intelligence commune. Bon, ça, vous savez, aujourd'hui, le droit pénal international s'est considérablement renforcé parce que... Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que tout crime ne choque pas finalement la conscience commune, qu'une personne soit tuée ou bien 3000? Tout à fait, mais il faut prendre en compte le fait qu'un crime individuel n'est pas un crime contre l'humanité selon toutes les jurisprudences qui ont été rendues dans le cadre de ces tribunaux-là. Parce que c'est ces tribunaux-là qui ont considérablement permis au droit international pénal de pouvoir parler de crimes contre l'humanité au jour d'aujourd'hui. Donc il faut prendre en compte ces aspects-là. Et ce sur quoi j'étais en train de réagir, c'était de dire que nous avons un imaginaire commun à tous. Et nous autres pays qui sortons du giron colonial français, nous avons des valeurs en termes de justice qui viennent du droit romain. Donc nous sommes des pays de civil law et non des pays de common law. Et c'est l'humanité tout entière qui aujourd'hui se rapproche vers ces valeurs communes-là pour dire non, nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas faire cela, nous ne pouvons pas tolérer des crimes qui choquent notre morale. Vous parlez de choc, excusez-moi de vous interrompre, on pense bien entendu aux émotions, à la sensibilité des personnes. Comment est perçu ce procès en Côte d'Ivoire? Qu'en attendent les Ivoiriens, Monsieur Diaby? Oui, l'attente des Ivoiriens, c'est que la vérité soit... que les Ivoiriens veulent avoir une vérité. Les Ivoiriens veulent que le président Laurent Gbagbo et son fils spirituel et politique Charles Blé Goudé soient libérés. Parce que pour les Ivoiriens, pour 80% des Ivoiriens, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n'auront pas dû être là-bas. C'est vous qui avancez ces chiffres, oui, hein, oui, je le parce signale. Que, oui, bon, c'est nous, oui, j'avance là parce que je sais bien que
au jour d'aujourd'hui, l'Ivoirien lambda, tous les Ivoiriens, qu'ils soient du nord ou du sud, qu'ils soient du centre, ne sont pas, c'est-à-dire que ne sont pas pour ce procès qui se mène là-bas aujourd'hui en tant que tel. C'est pour tout cela que Bensouda a eu des problèmes pour pouvoir réunir des témoins. Voilà, donc elle nous dit qu'elle a des témoins, on verra ces spédo-témoins qu'elle a, et nous allons les voir ça tout de suite, si ces témoins existent. C'est pour tout ça aussi qu'elle a eu des problèmes pour pouvoir faire la confirmation des charges. Pour qu'il y ait confirmation des charges, et il y a eu seulement qu'un juge plus. Les trois, il y a 3 juges, et c'est 2 qui ont dit oui, et il y a un qui a dit non carrément. Et avant cela même encore, les trois juges avaient dit non, qu'il fallait qu'elle puisse aller encore chercher. Et pour qu'on puisse... Elle a été aidée, ils l'ont aidée dans sa tâche. Ils disent non, si tu veux qu'on confirme les charges, le juge néerlandais disait, il va falloir que tu fasses ceci, tu fasses cela. Donc au fait... il n'y a pas d'argument, il n'y a rien. Laurent Gbagbo n'a rien fait. En tout cas, à partir Charles Blé Goudé n'a rien fait. Du début de la procédure, nous pourrons le constater. Monsieur Koné, je vois que vous voulez réagir. Oui, il s'agit en quelque sorte de savoir qu'est-ce que l'objet de la Cour pénale internationale au jour d'aujourd'hui. L'objet, c'est de réparer les torts qui ont été commis aux victimes. On le dit, ça devient redondant, mais c'est surtout de faire éclater la vérité. Parce que nous sommes dans un procès pénal, il ne faut pas l'oublier. Donc au jour d'aujourd'hui, il serait bien, puisque l'affaire est pendante devant la Cour pénale internationale, il serait bien que toutes les vérités soient sues, que tous les protagonistes puissent faire leur carte assise, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire puisse aller au jour d'aujourd'hui vers véritablement la réconciliation nationale, parce que la vérité est historique, et d'entrée de jeu, le procureur est en train de planter le décor et dit qu'il s'agit pour elle de faire aboutir la vérité. Oui, c'est tout à son honneur, mais il faut que cette vérité-là soit sue. Donc un procès finalement qui repose la question de la justice et de la réconciliation? Non, pas obligatoirement, parce que la Cour pénale internationale n'a pas à faire le travail des autorités d'Abidjan. La Cour pénale internationale, elle intervient de façon subsidiaire. Voilà. Il faudrait également voir pourquoi est-ce qu'elle intervient. C'est dans les cas où l'État n'a pas la possibilité de juger un individu dont la responsabilité pénale est mise en cause, ou dans le cas où le jugement pourrait emmener à permettre à cette personne-là de se soustraire à sa responsabilité pénale. C'est pour ça que la Cour pénale internationale intervient. Aujourd'hui, il faut qu'elle puisse, comme nous le notons tous ici, il faut qu'elle puisse véritablement dire le droit. Parce que quand on prend la décision qui permet d'arriver au procès au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments. Objectivement, il y a beaucoup d'éléments où on a une bombe qui atterrit d'un lieu où la balistique dit que cette bombe devrait logiquement atterrir de tel lieu parce qu'il s'agit de telle faction de l'armée qui a cet équipement. Non, ce n'est pas très crédible pour une justice qui se veut impartiale. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont jugés pour leur implication présumée dans des crimes commis pendant la période ayant suivi l'élection présidentielle contestée de 2010 en Côte d'Ivoire. Et sans plus attendre, nous vous proposons de suivre en direct et en exclusivité le déroulement de cette première audience. Correcte et complète. La deuxième question plus générale, c'est un procès pénal, pas une manifestation politique, pas un jeu où une partie veut prévaloir sur l'autre. Il n'est pas du tout un procès à la Côte d'Ivoire, ou même au peuple ivoirien, mais à 2 personnes accusés par le bureau des procureurs de crime. La tâche de cette chambre est de vérifier, sur la base de preuves que les parties et les participants soumettront à la Chambre pour son évaluation, si les charges formulées par le bureau des procureurs sont bien fondées ou pas. Je peux assurer tout le monde, aussi de la part de mes collègues, que la Chambre évaluera toutes les preuves en toute impartialité et en toute conscience et sera guidée uniquement
par la loi. Et que la Chambre ne permettra pas l'instrumentalisation aux fins politiques de ce procès. Le procès est maintenant ouvert. The trial is now opened. Maintenant, et conformément à l'article 64.8a du statut du Rome, j'invite le greffier d'audience à donner lecture au chef d'accusation en langue française. Monsieur greffier d'audience, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. Je vais procéder à la lecture des charges telles que confirmées dans les décisions relatives à la confirmation des charges portées contre Monsieur Laurent Gbagbo et contre Monsieur Blé Goudet dans les décisions de la Chambre préliminaire du 12 juin 2014 et du 11 décembre 2014, respectivement. Ce sont les traductions officielles en français que je vais lire. La section 4 de chaque décision. Et je vais commencer par la lecture de la décision relative à la confirmation des charges portées contre M. Laurent Gbagbo. La référence de cette décision est ICC 0211 0111 656 verset paragraphe 266 et suivant. Dans cette section, intitulée « Faits, circonstances et qualifications juridiques confirmées par la Chambre », la Chambre conclut qu'il y a des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Laurent Gbagbo, né le 31 mai 1945 à Mama, en Côte d'Ivoire, est pénalement responsable des crimes contre l'humanité que constituent les meurtres, les viols, les autres actes inhumains ou la tentative de meurtre et la persécution commis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre le 16 et le 19 décembre 2010, pendant et après une marche des partisans d'Alassane Ouattara qui se rendait au siège de la RTI. Le 3 mars 2011, lors d'une manifestation des femmes à Abobo. Le 17 mars 2011, par bombardement au mortier dans le secteur densément peuplé d'Abobo. Et le 12 avril 2011, ou vers cette date, à Yopougon, et ce, en vertu de l'article 25.3a du statut, pour avoir commis ces crimes conjointement avec des membres de son entourage immédiat et par l'intermédiaire des membres des forces pro-Gbagbo, ou en vertu de l'article 25.3b, ou en vertu de l'article 25.3d du statut, pour avoir contribué de toute autre manière à la commission de ces crimes. Premièrement, faits et circonstances décrits dans les charges et confirmés par la Chambre. Les faits et circonstances décrits par les procureurs dans les charges portées à l'encontre de Laurent Gbagbo, entre parenthèses, section 9 du document amendé des notifications des charges, et confirmés par la Chambre en application de l'article 61.7a du statut sont les suivants. Avant l'élection présidentielle de 2010, Laurent Gbagbo et son entourage immédiat ont conjointement conçu et mis en œuvre un plan commun en vue de le maintenir à la présidence par tous les moyens nécessaires, y compris en commettant les crimes en cause. À la date du 27 novembre 2010, la mise en œuvre du plan commun avait évolué de façon à inclure une politique d'État ou d'organisation qui avait pour but
le lancement d'une attaque généralisée et systématique contre les civils considérés comme des partisans d'Alassane Ouattara. La poursuite de ces plans communs et de cette politique était de nature criminelle. La mise en œuvre de l'attaque généralisée ou systématique comprenait de multiples actes criminels tels que les meurtres, les viols, d'autres actes inhumains et la persécution de la population civile. Les crimes en cause ont donc résulté de la mise en œuvre du plan commun. À l'époque considérée, M. Laurent Gbagbo exerçait commandement, contrôle et autorité sur les forces de défense et de sécurité, entre parenthèses FDS. À cette époque, il exerçait également contrôle et autorité directement et par l'intermédiaire de son entourage immédiat sur les jeunes pro-Gbagbo, les miliciens et les mercenaires qui prêtaient main forte au FDS, entre parenthèses, les forces pro-Gbagbo. Les forces pro-Gbagbo constituaient un appareil de pouvoir organisé et hiérarchisé. Du fait de leur position d'autorité et des contributions qu'ils apportaient au plan commun et à la politique, Laurent Gbagbo et son entourage immédiat pouvaient se servir de ces forces pour mettre en œuvre le plan et la politique en commettant les crimes en cause. Entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, ou vers cette date, des forces pro-Gbagbo ont tué au moins 160 personnes lors des 4 événements ci-après. A. Entre les 16 et le 19 décembre 2010, elles ont tué au moins 45 personnes à Abidjan pendant et après une marche des partisans d'Alassane Ouattara qui se rendaient au siège de la RTI. B. Le 3 mars 2011, dans la commune d'Abobo à Abidjan, elles ont tué 7 femmes qui avaient pris part à une manifestation féminine pro-Ouattara. C. Le 17 mars 2011, elles ont tué au moins 40 personnes au marché d'Abobo ou dans les environs, en bombardant au mortier un secteur densément peuplé. D. Le 12 avril 2011, ou vers cette date, dans la commune de Yopougon à Abidjan, elles ont tué au moins 68 personnes, originaires pour la plupart du nord de la Côte d'Ivoire et des pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, ou vers cette date, des forces pro-Gbagbo ont violé au moins 38 femmes et filles lors des 2 événements ci-après. A. Entre le 16 et le 19 décembre 2010, des forces pro-Gbagbo ont violé au moins 16 femmes et filles à Abidjan pendant et après une marche des partisans d'Alassane Ouattara qui s'est... B. Le 12 avril 2011, ou vers cette date, elles ont violé au moins 22 femmes à Yopougon. Entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011, ou vers cette date, des forces pro-Gbagbo ont infligé à au moins 118 personnes des grandes souffrances et des atteintes graves à leur intégrité physique lors des 4 événements ci-après. A. Entre le 16 et le 19 décembre 2010, elles ont blessé au moins 54 personnes à Abidjan pendant et après une marche des partisans d'Alassane Ouattara qui s'est rendue au siège de la RTI. Le 3 mars 2011, à Abobo, elles ont blessé au moins 3 personnes qui avaient pris part à une manifestation des femmes pro-Ouattara. C. Le 17 mars 2011, elles ont blessé au moins 60 personnes au marché d'Abobo ou dans les environs en bombardant au mortier un secteur densément peuplé. D. Le 12 avril 2011, ou vers cette date, elles ont blessé au moins une personne à Yopougon. Les crimes en cause ont été commis pour des motifs d'ordre politique, national, ethnique ou religieux. Les victimes de ces crimes ont été prises pour cible parce qu'elles étaient considérées comme des membres de groupes politiques d'Alassane Ouattara ou des partisans de ces derniers, ou parce qu'elles vivaient dans des quartiers d'Abidjan perçus comme des bastions de celui-ci. Souvent, les cibles étaient aussi choisies pour des motifs ethniques, entre parenthèses, principalement des Dioula et des Baoulés, religieux, entre parenthèses, des musulmans, ou nationaux, entre parenthèses, des ressortissants des pays d'Afrique de l'Ouest, tels que les Mali, les Burkina Faso et les Nigeria, ainsi que des Ivoiriens d'ascendance ouest-africaine. Laurent Gbagbo et d'autres membres du plan commun considéraient
tous les membres des groupes politiques, ethniques, nationaux et religieux sus-mentionnés comme des partisans d'Alassane Ouattara. Du 27 novembre 2010 jusqu'au 12 avril 2011, ou vers cette date, à Abidjan, les forces pro-Gbagbo ont mené une attaque généralisée et systématique contre la population civile considérée comme favorable à Alassane Ouattara, attaque qui a consisté en la commission multiple d'actes criminels en application de la politique des forces pro-Gbagbo dirigée par Laurent Gbagbo et son entourage immédiat. Les crimes en cause ont été commis dans le cadre de cette attaque. Laurent Gbagbo a contribué à la commission des crimes en cause de la manière suivante. A. Laurent Gbagbo a conçu et mis en œuvre les plans communs qui s'est traduit par la commission des crimes. B. Laurent Gbagbo a créé une structure lui permettant de mettre en œuvre les plans communs, ce qui s'est traduit par la commission des crimes, en nommant ou promouvant des personnes qui lui étaient loyales à des postes clés du gouvernement et des FDS, en chargeant ses subordonnés de recruter des éléments supplémentaires au sein des FDS, y compris des gens pro-Gbagbo et des miliciens, et en supervisant leur recrutement. C. Laurent Gbagbo a armé les forces qui lui étaient loyales et qui ont commis les crimes en cause, en mettant les armes qu'il contrôlait à leur disposition, en chargeant ses subordonnés d'en acheter d'autres, en octroyant les fonds nécessaires dans s'assurant que des armes et des munitions étaient fournies à ces forces. D. Laurent Gbagbo a coordonné la mise en œuvre du plan commun qui s'est traduit par la commission des crimes en tenant fréquemment des réunions et en s'entretenant régulièrement avec son entourage immédiat et d'autres membres de son réseau de soutien à ces sujets pour être informé de la situation sur le terrain par ses commandants et leur donner des instructions dans le cadre des opérations. Laurent Gbagbo, que ce soit directement ou par l'intermédiaire des membres de son entourage immédiat, a chargé ses subordonnés de mettre en œuvre les plans communs ou les a incités à les faire, ce qui s'est traduit par la commission des crimes et il a 1. Ordonné le déploiement des forces armées contre des manifestants opposés à sa politique. 2. Donné pour instruction aux forces qui lui étaient loyales d'arrêter la marche des partisans d'Alassane Ouattara qui se rendaient au siège de la RTI le 16 décembre 2010. 3. Ordonné à ces forces d'assiéger les Golf Hotels avec ses résidents. 4. Enjoint à ces forces de tenir bon et de ne pas perdre à bobo. 5. Employer des termes péjoratifs et de nature haineuse à l'encontre de ses opposants politiques, notamment en traitant ces derniers de bandits, d'ennemis et de terroristes. Et 6. Inciter les gens pro-Gbagbo et les miliciens de Yopougon, directement ou par l'intermédiaire de Charles Blé Goudé, à se battre pour protéger la nation et ne pas laisser entre les mains des ennemis, et appeler ses partisans à continuer à résister et à combattre Alassane Ouattara et ses terroristes. E. Laurent Gbagbo a incité les forces qui lui étaient loyales à commettre des crimes. 1. En leur ordonnant de ne pas remettre en question la légalité des ordres qu'elles avaient reçus, leur faisant clairement savoir qu'elles ne seraient pas punies pour les crimes commis. 2. En ne prenant pas les mesures qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission de ces crimes pendant la crise post-électorale ou pour en punir les auteurs. Et 3. En s'abstenant d'en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites. En posant ces actes et omissions, Laurent Gbagbo avait l'intention et la connaissance requise relativement aux crimes en cause. En outre, il savait que son comportement faisait partie d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile en application ou dans la poursuite de la politique ou entendait qu'il en fasse partie.